Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier 7-8 Culture de la saison, un numéro entièrement consacré aux Journées du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochains. Tout de suite, le sommaire. Des visites, des expositions, des conférences, les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrent toutes leurs portes. Nous ferons le point sur la programmation. Un autre site qui ouvre ses portes, le château de Rambouillet. Après 2 ans de fermeture pour travaux, le lieu de repos de Marie-Antoinette et du général de Gaulle a fait peau neuve. Et ces journées du patrimoine sont aussi l'occasion de fêter un anniversaire, celui du théâtre Montancier. L'envers du décor et son histoire sont à découvrir. En plateau ce soir avec nous, 3 invités. Armelle Aubrier, vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la culture. Anne-Claire Nérol, chargée d'action éducative au domaine de Rambouillet. Et Geneviève Dichand qui nous rejoindra dans quelques instants, la co-directrice du théâtre Montancier de Versailles. Alors nous allons bien sûr parler des programmations. Alors difficile de tout présenter ce soir, mais tout au long de nos échanges, les sites internet s'afficheront en bas de l'écran. Je me tourne d'abord vers vous, Armelle Aubrier. Cette année encore, une programmation riche sur l'agglomération. Une visite du campus universitaire, une exposition éphémère à l'espace de Coville et des visites à la commanderie des Templiers. Oui, la commanderie des Templiers, c'est des visites particulières puisque ce sont des parcours, des jeux en fait, qui sont ouverts aussi bien pour les enfants à partir de 4 ans, puisque ça sera fait à partir dimanche, et puis après pour les plus grands, il y aura des énigmes, etc. Et c'est le moment de découvrir la commanderie des Templiers qui justifie le label à réhistoire de Saint-Quentin, puisqu'il y a eu les Templiers, il y a eu la guerre de 100 ans, puis ça a été transformé en ferme pour devenir un lieu culturel. Et c'est le moment de découvrir tout ça. C'est un lieu qui d'habitude accueille surtout des expositions. Là, on va plus parler de l'histoire. Là, on va, enfin, normalement, on fait les deux. C'est-à-dire quand même, on fait des visites au moins une fois par mois de la commanderie des Templiers. Mais effectivement, là, on va axer toutes ces journées du patrimoine sur le parcours de la commanderie des Templiers. Alors, avant de parler de la suite du programme, je vous propose d'écouter un court extrait. Pendant que vous vous éparpillez, on écoute Madame Deslandes, architecte avec son mari, du quartier des 7 Mares. Alors, cette voix, c'est celle du chorégraphe David Roland. Il lance une Happy Manif dans le quartier des 7 Mares à Elancourt, un partenariat entre le Prisme et le musée de la ville. Et nous l'avons rencontré. David Roland, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur de Happy Manif, une déambulation chorégraphique à travers les villes, une découverte joyeuse et décalée qui se fait qu'un casque audio et sur des circuits. C'est bien ça? Exactement. Alors, d'où vous est venue l'idée? Ça fait très longtemps que je fais des spectacles participatifs, donc qui mettent le spectateur en jeu. Et un théâtre avait ouï dire cela et m'a fait une commande plutôt d'une bande-son. C'était à Rennes, avec le Triangle à Rennes, et ça a été ma première déambulation comme ça. Donc en écrivant une bande sonore dans laquelle il y a des musiques et aussi ma voix qui va indiquer déjà où se diriger dans la ville. Et ensuite, je parle de la ville, et puis ça parle aussi du collectif, puisque c'est une centaine de personnes à la fois qui se baladent, casque sur la tête, et le tout sur un ton vraiment burlesque. Enfin, voilà, j'aime bien manier l'humour et faire que le groupe ait bien la banane, comme on dit. Alors, vos Happy Manif ont des thèmes. Il y a Walk on the Love Side, les pieds parallèles, et celle du 16 septembre se nomme La Croisée des Arts. Alors, effectivement, c'est une commande du Prisme à Elancourt et du musée de la ville, je crois bien, qui autour de... Donc, c'est les journées du patrimoine. Donc, le quartier des 7 Mars, c'est années 70, donc c'est déjà du patrimoine. Et architecturalement, et au niveau des œuvres d'art dans la ville, il y a beaucoup à dire et beaucoup à raconter. Voilà. Donc j'ai récupéré des interviews des architectes, monsieur et madame Deslandes, de l'artiste de la main divine, qui est la main qui est derrière le prisme. Donc voilà, on va se balader dans la ville, tout en découvrant, redécouvrant. Voilà. Et puis j'aime bien aussi attirer l'attention sur des détails qui ne sont pas forcément du patrimoine, quoi. Alors l'idée, c'est de faire voyager les gens aussi. Oui. Vous les faites bouger. Tout le monde a la même bande sonore ou vous faites des interactions?
Ah, ça c'est un secret. Mais oui, on découvre très vite qu'il y a deux groupes différents qui entendent des choses différentes, ce qui permet déjà que les groupes se croisent, ne fassent pas les mêmes actions, que les actions des groupes se complètent. Et voilà, ça crée un dialogue, soit entre deux personnes, soit entre deux groupes. Et ça rajoute un peu à cette atmosphère que j'aime joyeuse en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour y participer, des conditions peut-être physiques, je ne sais On va pas. dire qu'à partir de 7-8 ans, le casque commence à bien tenir sur la tête des petits, voilà. Et même dans la compréhension des indications, 8 ans c'est bien. Et ça dure une quarantaine de minutes, Et ça dure une dit. quarantaine de minutes, exactement. Merci beaucoup. Alors pour découvrir le quartier des 7 Mares, autrement, rendez-vous le 16 septembre. 2 départs sont prévus, 14h et 16h. On continue avec nos invités. On reste pour le moment sur Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'à Morpa, l'association Morpa d'hier et d'aujourd'hui fait découvrir la ville heureuse. Oui, cette association, on fête les 50 ans de la ville heureuse. Donc c'était l'architecte Jacques Riboud qui avait commencé par construire quelque chose à Villepreux, ce qui a plu au maire de Morpa, et donc ils sont partis sur ça. Et au lieu de faire des barres horizontales, on a fait des maisons, effectivement aussi du collectif, mais ouvert sur la verdure, les œuvres d'art qui étaient conçues au milieu de la construction que l'on allait faire. Et du coup, la ville nouvelle s'est inspirée de ce parcours pour essayer de faire quelque chose. Donc là, c'est une visite qui va durer de 14h à 18h. Une longue visite. Oui. Avant Il y de a de quoi continuer, découvrir. nous a rejoint en plateau Geneviève Dichamp. Bonsoir, co-directrice du Théâtre Montancier. On parlera avec vous de ce qu'on va pouvoir découvrir ce week-end. Armelle Aubrier, la visite va plutôt à Morpa, va plutôt être architecturale. Oui. C'est plus le... En fait, oui, c'est l'architecture, au sens large, puisqu'il y a les œuvres d'art, puisqu'il y a la construction de la verdure, il n'y a pas que le bâtiment, c'est tout un concept urbain, en fait, qui va être ça. Mais c'est ce côté-là de la ville nouvelle, en fait, que l'on va découvrir, et qui est très important, parce que c'est quand même assez caractéristique et singulier de ce qu'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, 50 ans chez Morpa, un autre anniversaire va être fêté, beaucoup plus grand en termes d'âge. C'est celui donc du Théâtre Montancier à Versailles. Si je ne me trompe pas, il a été inauguré en 1777. Le 18 novembre, 240 ans. Alors, l'histoire de ce château, quelle était Alors, l'histoire de ce théâtre, il a été construit par Marguerite Brunet, qui, après avoir recherché plusieurs endroits dans Versailles, finit par réussir à acheter un terrain dit des Chiens Verts, qui appartient aux frères du roi. Elle mobilise Boulet, qui est un machiniste de l'Opéra Royal, et elle réussit à construire en quelques mois ce théâtre, qui a l'originalité d'être dit à l'italienne, qui a un rapport scène-salle étonnant, et qui sera... À l'italienne, une petite... Ça veut dire que l'ovale est parfait. Voilà, et que ça produit donc une acoustique tout à fait étonnante. Et ce théâtre est destiné dès l'origine à accueillir le public par la rue des Réservoirs, mais le roi et la reine viennent par un ancien passage qui avait été réalisé pour la Pompadour, puisque son hôtel est juste au-dessus, et donc assistent au spectacle dans une loge qui demeure toujours à Jardin. Parce qu'il est très proche du château. Il donne sur le bassin de Neptune. Alors, pour ces Journées du patrimoine, il y a 3 rendez-vous. On va préciser l'un d'entre eux d'abord. Une visite libre, c'est-à-dire que le public va pouvoir passer dans les coulisses. Voilà, le public va pouvoir voir la salle dans laquelle on déploie un rideau peint par Fluvio Lanza, qui était un peintre décorateur qui a beaucoup travaillé, notamment pour la Scala de Milan. Et puis, ils pourront se rendre au foyer dans lequel on propose des photographies du théâtre. Et puis, on les laisse libres à cette occasion. On organise des visites dans l'allée, mais là, en l'occurrence, on les laisse libres parce qu'on a aussi le sentiment que ce jour-là, le public a envie d'accumuler le plus grand nombre possible de visites. Or, à Versailles, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Et justement, ça permettra de découvrir pourquoi le théâtre a été classé monument historique en 1991. Alors, je vous propose de faire une petite pause avec nos invités parce qu'on va partir à la découverte d'un autre lieu classé au patrimoine, un jardin qui a plus de 300 ans.
ans. Il se trouve à Manille-les-Hameaux, dans le domaine de Brouessy. Suzanne et François Burceau, les propriétaires, nous le font visiter. Regardez. Et ici, on a de la nette qui monte en fleurs. On a de la roquette, arugula pour les Italiens. Il y a des navets derrière. Voilà. À l'abri des regards, à Manille-les-Hameaux, une histoire qui dure. Celle du domaine de Brouessy et de son jardin, construit en 1711 et classé monument historique. Le plan du jardin, c'est-à-dire cette grande allée, est une des deux croisées est d'origine. On le voit sur les premiers plans, ce qui est assez remarquable. Ce qui a changé, ce sont des arbres en espalier qui sont devenus à la mode plutôt au début du 19e siècle, car les arbres étaient en gobelet avant. Imaginé par Pierre Cailleteau de l'Assurance, le jardin suit les préceptes de Jean-Baptiste Lacquintini, architecte de Louis XIV. Le jardin en pente, l'allée parfaitement droite, visible de la maison, l'alimentation en eau dans le coin en haut pour que l'eau puisse descendre, la fermeture de murs pour protéger et surtout une exposition, une protection des vents dominants de l'ouest, puisque même dans les pires tempêtes qu'on a pu connues, le jardin ne bouge pas. Un jardin et un domaine aux habitants illustres, les Weiss, comme Paul, ancien maire de Manille-les-Hameaux de 1935 à 1940, ou l'une de ses filles, une certaine Louise Weiss, journaliste, écrivain et européenne. On continue à parler des journées du patrimoine avec nos invités avant de faire un petit tour du côté de Rambouillet. Vos trois communes ou agglomérations sont proches les unes des autres. Est-ce qu'un jour, des journées du patrimoine pourraient voir des circuits qui concerneraient tous vos trois lieux? Il y aurait de quoi faire, je pense. Il y aurait de quoi faire. Oui, je pense qu'on trouve facilement des passerelles entre nous. Ouais. Après, c'est vrai que le jour de ces journées, on sent que les gens ont aussi envie, si la météo est clémente, de se promener à pied et de rentrer dans des endroits qu'ils connaissent, mais dans lesquels ils n'accèdent pas d'habitude. Oui. Ça sous-entendrait plutôt prendre un véhicule, Ça fait finalement. un circuit très long. Quand même, voilà. Très long. En termes de kilomètres. À penser peut-être pour les années futures, mais à travailler. Justement, le château de Rambouillet, Anne-Claire Nérol, il rouvre ses portes après 2 ans de fermeture. Et oui, on a eu une grosse campagne de restauration des extérieurs du château qui a débuté en 2014 à peu près, menée par le Centre des Monuments Nationaux. Et aujourd'hui, enfin, on peut effectivement réouvrir les portes et de façon assez exceptionnelle parce qu'on accueille en partenariat avec le château de Versailles une belle exposition de portraits du XVIIIe siècle de la famille des Bourbon-Penthièvre. Donc vraiment quelque chose qui va mettre un peu en valeur cette réouverture et puis le château et son passé assez glorieux. Je le disais dans les titres, un lieu de repos pour certaines grandes personnalités historiques et politiques. Oui, tout à fait. C'est un domaine qui est particulièrement bien placé parce qu'on a une forêt très giboyeuse aux alentours. Donc évidemment, tous les grands personnages de l'histoire ont fini par avoir envie d'y chasser et d'y séjourner. Et c'est le cas notamment du roi Louis XVI qui décide d'en faire une résidence royale en 1783. Et à partir de là, il faut compter tous les grands, donc Napoléon Ier, Napoléon III, les présidents de la République, et voilà, de grands noms. Le thème des journées cette année du patrimoine, c'est l'enfance, la jeunesse. Armelle Aubrier nous le disait tout à l'heure, à la commanderie, il y aura des jeux de pistes spéciaux pour les enfants. Chez vous, il y a de l'escrime, du croquet et du tirer-lâcher avec vos enfants. Oui. Alors l'idée là, c'est de rebondir justement sur cette exposition qu'on réalise sur le XVIIIe siècle finalement, et c'est de se dire l'enfant au XVIIIe siècle, alors par n'importe quel enfant, celui de la noblesse évidemment, le prince comme le duc de Penthièvre, quelle était finalement son éducation, qu'est-ce qu'il apprenait, comment, et du coup de cette idée
idée est partie la mise en place de jeux d'époque en extérieur. Vous parliez du croquet qu'on appelait le jeu de maille au XVIIIe siècle. Et puis il y a aussi évidemment l'escrime qui tenait une place importante. Voilà. Donc plein de belles choses avec des beaux partenariats aussi, puisqu'on travaille avec la LEFO, c'est la Ligue d'escrime artistique d'Île-de-France Ouest, et qui vient avec ses élèves et son maître d'armes Jean-Louis Bouglet pour nous faire de belles démonstrations. Donc, je pense que ça va valoir le coup, mais il faut qu'il y ait du soleil. Mais ça, je pense que c'est pour nous tous. On a besoin de soleil à cette journée. Ce qui se passe voilà, en ce moment. L'enfance, les journées du patrimoine, avoir le thème de l'enfance, c'est un très bon thème cette année, parce que faire découvrir le patrimoine comme ça aux enfants, c'est nécessaire. C'est leur culture et c'est la base de leur construction. S'apercevoir quand même qu'ils arrivent de quelque part et qu'on fait avancer les choses, oui, je pense que c'est très important. Geneviève Dichon, je disais tout à l'heure, il y a 3 rendez-vous ce week-end dans le cadre des journées. On a parlé des visites. Il y a aussi des lectures. Marie-Christine Barrault, le samedi, lira Madame de Sévigné et Manuel Noblet, récemment récompensé d'un Molière, des lettres de Kafka. Absolument, lettres au père. On s'est associé au Festival de Grignan, Festival de la correspondance, qui est un festival qui a lieu pendant le mois de juillet, pour proposer donc 2 rendez-vous pendant ces journées européennes du patrimoine et faire entendre de la littérature au Montancier avec de beaux comédiens, Marie-Christine Barrault que tout le monde apprécie, et Emmanuel Noblet qui est un comédien que nous aimons beaucoup puisque nous avons été coproducteurs de Réparer les vivants, qui vous savez est un succès important et qui est repris là au Petit Saint-Martin pour 3 mois, que je vous recommande d'aller voir. Anne-Claire, on a beaucoup orienté le château jusqu'à présent. Les autres lieux du domaine seront à découvrir ce week-end? Oui, tout à fait. On ouvre à la visite libre, donc découverte libre, la laiterie de la Reine Marie-Antoinette et la chaumière au coquillage, évidemment. Donc c'est vraiment deux monuments qui sont fabuleux sur le domaine de Rambouillet. On n'en parle pas assez. Il n'y a pas que le château sur le domaine royal. Il y a aussi ces 2 fabriques de jardins. Que vous dire, sinon, quand on visite ces monuments, on se retrouve vraiment plongé dans l'atmosphère du 18e. Moi, je pense... Ah oui, c'est... Les bols de Marie-Antoinette. Je pense que c'est vraiment à faire. Et c'est une découverte à faire aussi avec les enfants, parce que pour le coup, on est dans des monuments à taille humaine. Et on voit souvent que la réaction des enfants est parfois plus importante que quand on est dans un château. Et vraiment, voilà. Donc il faut le faire, c'est important. De profiter des journées du patrimoine pour pouvoir circuler librement dans ces espaces qui normalement sont visitables en visite guidée en plus. Voilà. Alors on va clore cette page sur les journées du patrimoine. On va repartir à Saint-Quentin en Yvelines. Armelle Aubrier, l'agglomération a choisi de parler des œuvres sociales. On en trouve qui sont à destination des enfants. Il y aura un itinéraire de bus. Oui. Un petit mot, parce qu'après on partira suivre Lucie Sauvageau qui le connaît. Il y aura un parcours de bus qui sera suivi d'une conférence et d'un concert qui est organisé avec la Société d'histoire de Villepreux et l'assistance publique. On aura aussi une exposition L'enfant dans la ville à l'espace d'Écoville à Voisin, et puis la balade guidée sur les traces de l'enfance au quartier de Villaroy à Guyancourt. C'est aussi important de montrer cette évolution de l'enfance. Et justement, l'enfance, l'assistance sociale, les œuvres sociales pour les enfants à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le programme de l'itinéraire des bus. Et regardez, Lucie Sauvageau nous en dit un peu plus. Que faire des enfants abandonnés, des jeunes délinquants? Une préoccupation au XIXe siècle liée à la révolution industrielle, une paupérisation de la population. Le musée de la ville tend à la faire connaître. À Élancourt, un orphelinat, la fondation Méquignon, une abbaye et un lieu emblématique, sa chapelle. Qui dit abbaye dit forcément un lieu de culte, donc cette chapelle qui avait une pierre d'autel évidemment à la base où étaient célébrées des messes à laquelle assistaient les orphelins de l'abbaye. Et puis l'abbaye en elle-même était tenue par des bonnes sœurs, dirigées au départ par la sœur Gabrielle qui est cofondatrice avec l'abbé Méquignon de ce lieu. Donc cette chapelle, elle était vraiment centrale pour l'abbaye. C'était le centre du domaine et autour d'elle étaient les établissements d'accueil des enfants. L'abbé Méquignon, curé d'Élancourt, crée son orphelinat dès 1859. La fondation est reconnue d'utilité publique en 1866.
Donc là, on va aller voir le CEFP, donc Centre de formation au métier du bâtiment de Villepreux. Donc ça, c'est l'affectation actuelle de l'école. Une idée de formation déjà présente 130 ans plus tôt. L'école d'horticulture Le Nôtre est fondée en 1882 sur le modèle des œuvres de Georges Bonjean, un juge qui considérait les enfants délinquants comme des victimes. Elle prendra le nom du célèbre jardinier de Versailles en 1896 et elle fonctionnera jusqu'en 1963 comme école d'horticulture. Donc cette école, elle avait bien sûr des salles de classe comme toutes les écoles, mais surtout un parc et des serres pour apprendre aux enfants à jardiner et par là leur apprendre les vertus de la terre. Il y a tout aussi une idée que la terre est bénéfique par rapport à l'univers urbain qui lui est vicieux ou vicié. Un jardin à la française, un à l'anglaise, des serres. Il n'en reste aujourd'hui que ce bassin. Quelques autres rendez-vous à ne pas manquer pour ces journées du patrimoine. La maison des étudiants Martha Pan est à découvrir le samedi 16 septembre lors de visites guidées. Mémoire de Trappes propose des animations pour découvrir l'histoire et l'urbanisme de la ville durant une après-midi. À Voisins-le-Bretonneux, c'est un interlude musical qui vous attend dans le parc de la Croix-du-Bois. Seront jouées des pièces de Bach et de Mozart. Et l'association des Amis du patrimoine Plaisirois vous emmène dans les coulisses du château de la commune. À Versailles, vous pourrez visiter des lieux inédits comme la cour d'appel, mais aussi des sites culturels tels que le centre de musique baroque ou la bibliothèque de l'Heure Joyeuse. Et tout le week-end, ce sont les domaines de Madame Elisabeth et le musée Lambinet qui proposent des visites guidées. Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Les petits détectives sont attendus à la cour des Senteurs. On passe maintenant à notre coup de cœur. Le premier coup de cœur de la saison, c'est celui de Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes. On l'écoute. Bonjour, c'est la rentrée aussi au cinéma Le Grenier à Sel. Donc pour commencer l'année, nous avons 2 événements à vous présenter. Le premier, c'est la projection de Métropolis, qui est dans le cadre des Lumières du Grenier, notre projection de films de patrimoine. Ce sera le vendredi 22 septembre à 20h. La projection sera précédée d'une présentation par l'association Contrechamp. Et c'est le film le plus important de l'histoire du cinéma à mon avis. Ne manquez pas donc Métropolis le vendredi 22 septembre à 20h00. Le deuxième film, c'est Kobe. Kobe, c'est un documentaire réalisé par Christian Sonderegger. Et c'est un film qui est très personnel, très touchant. C'est l'histoire de son frère qui était une femme et qui a décidé de changer de sexe. Donc on suit ce changement. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très pudique. On n'a pas d'opération, etc. On suit juste l'évolution de cette femme, cette transformation. Ce sera le vendredi 29 septembre à 20h45. Le réalisateur sera là. Ce week-end, ce ne sont pas que les journées du patrimoine. Un rendez-vous à noter. Le dimanche, c'est aussi la foire à la brocante à Guyancourt. Et à cette occasion, Praline Guépara, qui est en résidence à la ferme de Bel-et-Bas, lira ses contes nomades. Sa caravane rouge vous attend. Et si vous êtes musicien amateur ou confirmé, la Meurice de Trappes recherche de nouveaux talents pour la 2e édition de Fête des groupes qui aura lieu le 18 novembre prochain. Les candidatures sont à faire jusqu'au 15 octobre. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le magazine est à retrouver sur notre site internet ou sur l'application TV78. Je vous dis à mercredi prochain.